Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la BNP, ou plutôt de BNP Paribas, hein. On va voir que c'est pas tout à fait la même chose. On va s'intéresser à son histoire et puis surtout on fera une analyse fondamentale de la valeur, c'est-à-dire qu'on va regarder un peu les chiffres, hein, sur ces dernières années, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a produit, comment elle se comporte. Et on finira aussi avec une analyse technique, hein, pour essayer de déterminer un peu le meilleur point d'entrée, s'il y en a un, pour rentrer éventuellement sur BNP Paribas qui reste toujours la banque française numéro un pour le moment. Alors, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, BNP Paribas, c'est quoi? Ben, c'est une banque commerciale française. Elle est l'héritière du comptoir national d'escompte de Paris créé en 1848, hein. Donc c'est à la base cette banque-là qui a fini par être rachetée, hein, et elle a fait une fusion notamment avec la Banque nationale de Paris et la banque Paribas. La banque Paribas, c'est quoi? C'est la banque de Paris et des Pays-Bas. On la connaît sous son appellation actuelle, hein, BNP Paribas, depuis 2000. Elle rentre au CAC 40 le 31 décembre 87. Vous le savez, hein, le 31 décembre 87, c'est la création du CAC. Évidemment, c'était pas le même nom, donc c'était sous le nom de Compagnie financière de Paribas. Et à force de fusion, d'acquisition, etc., elle a pris finalement ce nom-là et elle a englobé pas mal d'autres banques. Alors l'activité de BNP Paribas, qu'est-ce que c'est? Bah, on le connaît un petit peu quand même, c'est les services bancaires pour les particuliers, hein. Beaucoup de Français sont notamment chez BNP Paribas. Les commerçants aussi, donc elle fait de la banque au détail, elle fait des crédits pour les petits commerçants et les particuliers. C'est également un service d'investissement, notamment des conseils en fusion-acquisition. Et puis elle est présente aussi sur le marché action. Et enfin, des services bancaires pour les grandes entreprises et les institutions. Elle fait également de l'immobilier, des assurances. Donc tout ça, ça fait le panel un peu d'activité de BNP Paribas aujourd'hui. BNP Paribas en chiffres. Alors on l'a dit, hein, en intro, c'est la première banque française, donc c'est la plus grande, hein, parmi toutes les banques qu'on connaît. C'est notamment le cas parce qu'elle a rapidement fait beaucoup de fusions-acquisitions. On l'a vu déjà au 19e siècle, hein. Elle a continué récemment, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle capitalise énormément. Sa capitalisation, justement, c'est 69 milliards d'euros. Ça fait environ 2,6% du CAC 40. Euh, et je vous ai mis un peu d'autres valeurs du CAC, hein, pour que vous voyez. Alors, je vais me cacher. Il y a le LVMH notamment à 435 milliards. Accor qui vient d'entrer au CAC à 10 milliards, et les deux autres banques, Société Générale à 18 et le Crédit Agricole à 39. Donc on voit que c'est la première banque, mais elle est pas au niveau des grands groupes sur le CAC 40. Euh, c'est près de 190 000 employés quand même, à travers le monde, hein, et près de 63 pays sur le globe. Donc elle est présente quand même dans beaucoup de continents et de pays, hein. Et enfin, son PER pour finir. Le PER, c'est quoi? C'est le Price Earning Ratio. Donc, c'est un chiffre qui est un ratio qui permet notamment de comparer par rapport au secteur, hein. On ne compare pas les PER sur différents secteurs. Là, on va se concentrer plutôt sur le secteur bancaire et on le voit. Elle a un PER. Alors, traditionnellement, le secteur bancaire n'est pas énorme, hein, en termes de ratio. Elle est environ à 9,3. La Société Générale est à 11 environ et le Crédit Agricole à 6. Donc, ce qui permet peut-être de voir des fois des sous-valorisations ou des rattrapages. Euh, c'est un PER quand même, qui est loin d'être faible, hein, pour les bancaires. On sent qu'ils sont plutôt élevés depuis ces derniers mois. Alors là, je vous ai mis les petits logos, hein, les logos de BNP, de la banque de Paribas, à travers les âges un peu où elle a changé. Elles ont fait des fusions-acquisitions, donc c'est tous les logos qui sont passés ces dernières années. BNP Paribas dans le monde. Alors là, on a une carte du monde et on voit un peu son implantation. Et elle est quand même assez dépendante, on le voit, de son marché domestique. Parce qu'elle est près de 31% en France,
On a également Belgique, Luxembourg à près de 14%, l'Italie 8%. Donc vraiment dans l'Europe, l'Europe de l'Ouest, où elle est très implantée, elle a également 19% sur les autres pays européens, 15% quand même en Amérique du Nord, 8% en Italie, on l'a dit, et puis Asie-Pacifique, hein, près de 6% et 7% dans le reste du monde. On voit qu'elle n'est pas trop implantée en Afrique et, et dans les pays du Golfe notamment, mais sur le reste du monde. Je vais me cacher encore, hop, pour que vous puissiez voir les chiffres, hein, notamment c'est les principaux chiffres dans le monde. C'est quand même une couverture globale plutôt favorable, hein, sur la BNP. Alors maintenant, une dette inquiétante. Pourquoi? Donc là, je vous ai mis les actifs et les passifs. Donc ce que possède l'entreprise et sa dette. Alors il faut faire attention sur ce graphe à ne pas se laisser tromper par les écarts parce qu'on ne part pas de zéro. C'est pas Là, je vous ai mis juste la différence parce que si on partait de la même échelle, on aurait des histos qui arriveraient quasiment tous au même niveau, donc c'était pas très parlant. Mais c'est pour voir quand même que la dette est super importante. Donc euh, on voit en 2020, on est à 2630 milliards d'actifs et 2380 milliards de passifs. Ensuite, 2021, 2022, 2023, donc on voit qu'on a des actifs qui se maintiennent à près de 2600 milliards environ. Et la dette, par contre, en rouge, qui croît chaque année et qui retrouve un niveau quasiment équivalent, hein, alors qu'on avait quand même un petit écart ces dernières années avant Covid. Et on voit que la dette est maintenant au même niveau que les actifs. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Parce que la BNP s'est énormément endettée, notamment après et pendant la crise Covid. On le voit, elle a eu du mal. Pourtant, il y a eu quand même des motifs de satisfaction. On va voir pourquoi. Parce que les résultats sont en hausse. Et c'est peut-être ça, finalement, le chiffre le plus important. C'est qu'elle a continué de s'endetter. Et on sait que sa capacité d'endettement, c'est intéressant parce qu'elle va gagner plus d'argent finalement à pas mettre de l'argent dans le désendettement, donc à continuer à mettre de l'argent dans son fonctionnement pour créer de la valeur et pour créer du résultat net. Finalement, la dette ne va pas l'handicaper tant que ça parce qu'elle va réussir quand même à dégager beaucoup de bénéfices et des bénéfices en hausse malgré une dette qui également est en hausse. Ce qu'on avait vu avec notamment les taux d'intérêt, hein, et le fait de, de mettre plutôt de l'argent dans la croissance. C'est pour ça que la plupart des entreprises sont endettées, parce que finalement, c'est pas rentable de se désendetter. On gagne plus d'argent à le mettre dans ce qu'on fait, dans ce qui nous rapporte de l'argent, plutôt que de le mettre dans le désendettement. Donc les entreprises gardent toujours une part d'endettement assez importante. Je vais juste cacher pour que vous voyez les chiffres sur 2020. Le chiffre d'affaires 2020 et puis donc le résultat net. Et ce qui nous intéresse, c'est ce résultat net surtout, hein. Le chiffre d'affaires, il est plus ou moins stable, on le voit, hein, 44, 46, 50, 46, mais surtout le résultat net qui part de 7 milliards d'euros en 2020, qui monte à près de 9 en 2021, donc c'est après la crise Covid, à plus de 10 en 2022 et on est presque à 11 en 2023, donc on continue de croître, on continue d'avoir des résultats nets records. Beaucoup d'argent dépensé, beaucoup d'argent gagné surtout, et des bénéfices en hausse. Donc ça, c'est aussi important parce qu'on voit que la dette, l'endettement de la BNP, qui aurait pu être inquiétant, finalement, il est pas si inquiétant que ça parce que le jour où elle va réussir à se désendetter, elle aura certainement encore une progression dans ses résultats. Là, je vous ai mis l'impact des taux directeurs. Donc, on sait que les banquiers sont plutôt impactés par les taux directeurs de la BCE, la banque centrale qui fixe les taux. Et dans un environnement de taux plutôt haut, l'intermédiation des banques, hein, ça leur permet d'avoir des marges plus importantes. Maintenant, avec ces taux quand même assez hauts et assez élevés en permanence, ça impacte le tissu économique et c'est pas très bon pour les banques parce que le volume
en lui-même va baisser. On a beaucoup de transactions qui se font pas parce que les taux sont trop élevés. On a des taux pour l'immobilier, pour les crédits qui sont trop élevés. Donc les entreprises et les particuliers ne vont pas forcément prendre des crédits auprès des banques et donc les banques ne vont pas pouvoir faire leur marge dessus. Donc, comme on sait que la BCE devrait baisser ses taux cette année et l'annoncer prochainement, pour la date, on ne sait pas encore quand, a priori en juin, on verra. C'est peut-être quelque chose aussi qui va jouer positivement. Alors même si d'habitude les taux élevés sont plutôt bons pour les banques, là la baisse devrait ramener du volume, je pense, chez pas mal de banques et sur la BNP. Donc ce sera plutôt une bonne chose, je pense, que les marchés apprécieront le jour où ça arrivera. La trésorerie, alors ça c'est un petit point négatif aussi. Je vais cacher pour voir la trésorerie et donc le free cash flow 2019 qui était négatif également, près de 52 milliards en négatif. 2020, il y a eu un gros pic, 138. La trésorerie, elle descend après rapidement, 2020, donc ça c'est encore assez ennuyeux à 41. Catastrophique en 2022, moins 55. Et on a un léger retour ici, toujours en négatif, mais en 2023, on est à moins 36. Donc on voit quand même que la génération de trésorerie, c'est relativement important pour les entreprises. Et la BNP, elle a eu du mal. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a vu plus tôt, qu'elle était assez endettée, très endettée, parce qu'elle n'a pas réussi à dégager assez de trésorerie. Donc elle a préféré s'endetter pour toujours un peu viser les prochains mois et les prochaines années finalement. Ce qui en fait une valeur de court terme peut-être pas idéale, mais à moyen ou long terme, ça redeviendra, je pense, favorable. Je vous ai mis aussi le free cash flow en 2023, donc de l'année dernière, sur les deux autres banques françaises, notamment le Crédit Agricole et la Société Générale. Le Crédit Agricole est également en négatif sur cette année 2023. Par contre, on voit que la Société Générale, alors c'est pas énorme, mais elle a quand même dégagé 25 milliards d'euros sur son free cash flow. Donc une trésorerie un peu plus importante sur la Société Générale, mais qui avait été un peu décotée avant, un peu trop décotée pour moi. Mais on voit que la BNP est pas forcément dans les meilleures dispositions sur ce niveau-là. Ensuite, le dividende. Donc là, on a la date. Hop, en bas à gauche, on a la date des détachements du dividende et combien elle donne. Et surtout, à droite, vous avez le rendement. Hop, le rendement qui croît, hein. On était à 4, 5, 6 environ. Et maintenant, on est plutôt sur les 6, 7 ces derniers mois, ces dernières années. Donc, on a plutôt un rendement en hausse. Donc ça, c'est plutôt favorable. Le bénéfice qui est chaque fois distribué aux actionnaires est plutôt intéressant parce qu'on sait que les bancaires ont tendance à avoir un beau rendement. Au-delà de 4 généralement, pour des bancaires, 4 c'est un peu le minimum. Et là, on se rapproche plus des 8 même, 7,50 a priori sur le détachement de dividendes qui arrivera au mois de mai prochain. Ça commence à être intéressant. Donc, si vous êtes actionnaire à long terme, avoir un dividende comme ça de près de 7-8%, c'est plutôt une bonne chose également. Et le fait qu'il soit également délivré chaque année, sauf pendant le Covid où il y a eu une suspension, ça démontre quand même plutôt la force de l'entreprise. Et enfin, le consensus général pour le futur. Euh, on a plutôt une surperformance des analystes sur une vingtaine, 21 analystes qui voient la BNP Paribas plutôt en hausse avec près de 25% de hausse pour aller taper les 90 euros. On a 5 qui sont neutres et personne ne le voit baissier à l'horizon d'un an. Donc la plupart des institutionnels sont favorables sur les bancaires et sur BNP Paribas en particulier. Et je vous ai mis à gauche aussi des motifs plutôt d'optimistes, à savoir l'année dernière, donc en 2023, BNP Paribas a baissé ses provisions pour créances douteuses, c'est-à-dire
elle met de l'argent de côté pour des fois éponger les dettes de certains emprunteurs qui ne pourront pas rembourser. Et ces provisions ont été baissées, c'est-à-dire que la BNP ne s'attend pas à avoir beaucoup de créances douteuses et de créances qui ne seront pas remboursées. Ça, c'est plutôt un point très positif pour le futur également. L'amélioration de la marge opérationnelle aussi ces dernières années qui n'arrête pas de monter. Elle est aujourd'hui à près de 27%, c'est assez élevé, donc ça aussi c'est une bonne chose. C'est qu'elle arrive toujours à dégager beaucoup de bénéfices et qu'elle n'a pas besoin de faire des chiffres d'affaires monstrueux pour dégager du bénéfice. On le voit avec cette marge opérationnelle. Et enfin, le prochain rendez-vous, ce sera les résultats du premier trimestre, le 25 avril 2024. Donc on aura les résultats du premier trimestre avec certainement beaucoup de volatilité aussi. Et enfin, on va voir une petite analyse technique pour finir sur BNP. Donc là, je l'ai mis en hebdomadaire. On a le grand haut ici, là c'est 2007, hein, juste avant la crise, notamment crise des subprimes avec la faillite de Lehman Brothers. Les bancaires ont souffert, mais on le voit depuis les années allez, 80-90. On a quand même la BNP qui, si elle a quelques crises comme tous les marchés, elle est toujours plutôt haussière hein, sur un plan long terme avec donc la fameuse crise ici 2008-2009 qui a mis pas mal de temps. Et puis une belle reprise. On a le Covid, il est où? Il doit être. Il est ici. Donc là, c'est le creux Covid où on était sur les 40, 45. On a fini sur les 21. On a perdu quasiment la moitié hein, de la valeur en quelques jours. Donc c'était évidemment une opportunité incroyable. Et puis elle est repartie très fort. Donc on le voit sur le long terme, on a quand même une valeur qui est au-dessus de toutes ces moyennes, qui est plutôt dans le haut. Et avec des plus bas ici qui ont été rachetés, hop, qui ont été rachetés ici autour des 53. Et surtout cette espèce de plafond hein, de résistance autour des 63. Donc elle est pourtant pour l'instant dans un range et on va le voir surtout en journalier à quel point c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ici, hein, on va l'enlever. Hop. C'est les 62-65 hein, qui ont fait obstacle. On le voit au mois de mars 2023, au mois de septembre 2023, qu'on a un peu dépassé ici fin d'année 2023 et début 2024. Après, il y a eu ce gros gap, mais finalement, le gap et puis cette opportunité d'achat hein, sur le bas du range autour des 53, on est déjà revenu et puis on a comblé le gap. Aujourd'hui, le 19 mars 2024, on vient de combler ce gap-là. Donc ce gap-là, il n'existe plus. Ça remet la BNP dans une optique court terme plutôt favorable. Qu'est-ce qu'il faudra maintenant pour la bancaire? C'est casser à nouveau les 62-65, donc se mettre au-dessus des 63 et, euh, et ça relancera certainement après une longue période ici où finalement il ne s'est pas passé grand-chose hein, entre février 2023 et février 2024. On a fait rien du tout. On a baissé, on a zigzagué, mais on se retrouve sur les mêmes niveaux. Donc on a eu toute cette période un peu de latéralisation qui, une fois digérée, devrait amener une nouvelle séquence, laquelle on peut espérer une séquence haussière si on dépasse donc les 63, qui pourrait être amenée par quoi? Peut-être les résultats ou peut-être avant. Avant, on aura quoi? On aura notamment la Fed et la BCE qui parleront avec la baisse des taux directeurs. Et ça pourra aider, je pense, si on a un calendrier et on sait où on va et on sait quand on y va, ça donnera plus de visibilité aux bancaires et je pense que les marchés apprécieront. Donc c'est ça qu'il faudra, je pense, surveiller ces prochains jours. Les annonces des banques centrales et fédérales et le débordement des 63 sur les bancaires et sur BNP Paribas. Ce sera, je pense, un signal intéressant pour rentrer sur du moyen terme sur BNP Paribas. En attendant, elle donne plutôt des signaux de force. Mais sous cette zone, on peut encore avoir du zigzag qui va durer, si on n'a pas le top départ ce mois-ci, qui peut durer jusqu'au mois d'avril, où les résultats seront donnés et valideront certainement une tendance un peu plus forte. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous possédez BNP Paribas, si vous comptez l'acheter, si vous comptez la vendre.
si vous êtes satisfait du rendement, hein, du coupon en dividende qu'elle verse régulièrement. On en discutera. Bon trade, à plus.